Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Avec Jean-Marc Jancovici, il est président de The Shift Project. Il est également associé de Carbon 4, un cabinet d'accompagnement des entreprises, notamment pour participer, mais gagner avec cette transition énergétique. Il a signé de nombreux ouvrages, le dernier étant Dormez tranquille jusqu'en 2100 et autres malentendus sur le climat et l'énergie, publié chez Odile Jacob. Gilles Legendre, fondateur d'Explora et compagnie, agence d'intelligence et de communication stratégique. Ludovic Subran, chef économiste de l'ère Hermès. Il y a Dove sur Twitter qui me dit: Monsieur Subran a bien recadré le débat. Quand on n'a rien à bouffer, on s'en fout du cirque médiatique ridicule aujourd'hui autour du CO2. Juste avant de marquer une pause, Jean-Marc Jancovici, j'ai essayé de rappeler les grands enjeux de cette COP21 tels que vous les trouverez dans toute la presse, qui vont vous faire le question-réponse, pourquoi, comment. Et j'ai l'impression que depuis 10 minutes, on parle d'autre chose. On dit que c'est globalement, tant que chacun ne se sentira pas touché dans sa chair et son business, il ne se passera rien. Et que c'est pas à la COP21 que chacun va se sentir touché dans sa chair et son business. C'est normal, c'est pas fait pour ça. Alors si je peux être un tout petit peu taquin, j'ai le droit d'être un tout petit peu taquin. Le premier responsable du cirque médiatique, c'est les médias. Oui. Je veux dire, c'est pas... Non mais attendez, oui, personne bon. ne leur met un revolver sur la tempe en disant vous êtes obligé de parler de ça. Donc bon. On parle de l'actualité. Oui, mais enfin bon. Il parle autant des autoroutes fermées presque que de la COP21. Donc vous savez que s'il y a un mouvement d'amplification dans les médias, c'est pas bon. Donc ce qui se passe avec la COP21, c'est que la COP21 réunit des chefs d'État. C'est politique. Les chefs d'État, en particulier dans les démocraties, ont toujours tendance à survendre ce qu'ils font. Et par ailleurs, dans le monde politique, et c'est dramatique, il n'y a pas de processus de capitalisation. C'est-à-dire que c'est pas comme dans une entreprise où, quand un patron remplace le patron précédent, sauf à ce que vraiment l'un ait piqué la femme de l'autre, il se cause, celui qui arrive apprend de ce qui s'est passé avant. Mais dans le monde politique, quand vous arrivez, en général, vous arrivez contre celui qui vous a précédé, donc vous n'allez pas lui demander comment il a fait, vous commencez par faire des grandes déclarations martiales, et le jour où vous vous rendez compte que vous avez promis des bêtises, à ce moment, il est trop tard pour faire marche arrière. Alors la COP ne fait pas exception à cette affaire, c'est-à-dire qu'on a survendu un résultat en attachant à cette manifestation des choses qui ne sont pas de sa compétence. Donc ce qui est très important, c'est que la COP, comme ça a été dit tout à l'heure, entretienne la flamme. Elle est faite pour ça, elle n'est faite que pour ça, d'accord? Il ne faut pas aller l'acte olympique. Il y a le fonds vert pour le climat quand même. Pardon? Le fonds vert pour le climat, il est aussi géré par l'UNFCCC, quoi. C'est marginal. On va prendre un exemple que vous connaissez bien. Le fonds vert pour le climat, on parle de 100 milliards de dollars par an. Est-ce que vous savez quels sont aujourd'hui les investissements annuels dans l'énergie fossile? On parle de 1500, ou on est un peu moins en dessous de 1500 milliards de dollars. Et les investissements tout court dans le monde, c'est vous rajoutez un zéro. Donc on est en train de parler de quelque chose qui n'est pas à la mesure du problème, puisque si on veut gérer le problème, il faut changer à peu près tout partout. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire que c'est des défis partout. Mais on n'est pas en train de parler de la bonne masse d'argent. Donc c'est un truc d'amorçage. Donc la flamme, politiquement, c'est important pour donner un signe, c'est important pour montrer qu'il y a quand même quelqu'un quelque part qui s'occupe de choses en comptant de vrai argent. Donc ça c'est important, ça va permettre de faire des méthodes, tout ça c'est important. Mais à l'arrivée, il faut que les autres s'y mettent aussi. Donc la COP c'est un point de départ et en ayant, soit dit en passant, on a payé cher le fait qu'à Copenhague on a fait la même erreur. 2009, c'est la COP 15. C'est-à-dire que des gens pensaient il y avait un monde avant où tous les problèmes étaient irrésolus et un monde d'après où il n'y avait plus qu'à faire, etc. C'est pas vrai, c'est pas ça le mandat des Nations Unies. C'est un continuum qu'on est en train de construire. Exactement. Et donc ça sera gris, comme ça a été dit tout à l'heure. Oui, non, mais moi ce qui me frappe, c'est qu'il y aura un accord. C'est que ce qui fera vraiment changer les choses, c'est le jour où il y aura où finalement ces normes sociales et environnementales qu'on utilise aujourd'hui deviendront contraignantes. Mais c'est pas forcément contraignantes. Et où vous identifiez les gagnants de l'affaire. C'est-à-dire le jour où vous avez un patron qui vient bomber le torse en disant mais moi je suis ravi qu'il y ait une contrainte parce que c'est ça qui fait mon business aujourd'hui. Oui. Ça, il faut raconter des histoires et c'est ça qui fait qu'il y a des gens qui vont se dire ah ben tiens je comprends d'où sort ma fiche de paye. Tant qu'on n'a pas dit aux gens d'où sort leur fiche de paye, pas à 1% de la population, à 50% ou à 90% de la population, votre fiche de paye sortira de là si on s'occupe sérieusement du problème. En démocratie, vous avancerez pas. Gilles Legendre. C'est déjà ce qui est en train de se passer. Maintenant, vous avez énormément d'entreprises qui prêchent pour un prix du carbone élevé. Elles existent, ces entreprises. Mais, non, chez nous, beaucoup plus qu'au sud. Mais attendez, ça c'est une des autres révolutions qui est en train de se faire et qui est en train de se faire jour. L'opposition nord-sud est une opposition qui n'a plus de sens sur ce sujet-là. Il y a des oppositions majeures entre certains pays et d'autres pays, mais l'opposition nord-sud, c'est un vieux schéma. Je vous assure que ce qui est en train de se passer aujourd'hui est en train de faire sauter tous les vieux schémas. C'est pas pour ça qu'on est en train de se diriger vers un avenir radieux et que tous les problèmes
sont résolus. Je dis juste qu'aujourd'hui, tous les schémas de pensée, les schémas de gouvernance et les schémas économiques sont en train d'être bousculés par cette question. Et qu'il n'y a pas de question précédente qui ait eu sur les 50, 60, 70, 80 dernières années un impact aussi fort. C'est en train, si on raisonne en termes très macro-politiques, c'est-à-dire que le capitalisme est en train de réaliser que son ennemi est en lui-même. C'est-à-dire que pendant pendant deux siècles, ou pendant un siècle et demi, on était sur des territoires idéologiques, c'est-à-dire le capitalisme n'avait qu'un seul adversaire, c'était le marxisme et le communisme. Ça s'est terminé. Il a cru qu'il était victorieux. Il s'est rendu compte que les principales menaces qui étaient en train de le saper, c'était sur son propre mode de développement et sur sa propre manière d'envisager son fonctionnement. C'est ce que dit Carrefour. Si les produits deviennent rares, nous disparaîtrons. Et c'est parce qu'il est probablement très fort et très puissant qu'il va être capable progressivement et en appliquant ses propres logiques, parce que la logique du prix du carbone, la logique du marché qu'évoquait Jean-Marc tout à l'heure, c'est une logique qui s'inscrit dans une logique de marché et une logique de capitalisme. Donc c'est intéressant parce que vous avez l'air de penser que c'est bien le marché qui va réguler à terme. Mais bien sûr. Certains pensent le contraire. Voilà. Alors on en parlera parce que c'est soit c'est le marché, soit c'est le politique avec la fiscalité qui s'en sert. Ludovic Subran, allez-y, par rapport à tout ce qui a pu être dit. Après j'aimerais qu'on pose 2-3 questions précises. J'aimerais avoir l'enthousiasme de Gilles là-dessus, mais enfin, c'est pas la vérité. Enfin, la vérité, c'est que dans 2 semaines, on n'entendra plus parler de la COP21. On en parlera beaucoup plus de déficit public. On parlera beaucoup plus du prix des matières premières. On parlera beaucoup plus du chômage. Et qu'en fait, cette espèce de micro-bulle, enfin, d'espèce de micro-surfing là qu'on a sur ces histoires de climat, je suis d'accord, elles sont importantes, mais qu'elles changent la vision du monde, ce n'est pas vrai. Tu parlais du clivage nord-sud, ce n'est pas vrai. C'est pas parce que la Chine se tertiarise un petit peu plus vite et du coup est prête maintenant à faire des intentions, des engagements sur sa transition énergétique que des pays qui sont aujourd'hui dans des problèmes d'atténuation des effets du changement climatique. Ce ne sont pas des pays qui vont devoir être entendus. Il y a des pays qui vont être sous l'eau dans 100 ans, il y a des pays qui vont être sous l'eau dans 50 ans. Et quand vous êtes un pays riche, vous savez faire contre, la Hollande. Quand vous êtes un pays pauvre, vous ne savez pas faire avec. C'est le cas des petites îles du Pacifique. Donc moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est qu'on regarde ça avec beaucoup de béatitude, on dit ça change le modèle, etc. Je suis d'accord, on est en train de se rendre compte qu'on a des ressources limitées, qu'on a besoin de nouvelles normes comptables, etc. Qu'est-ce qu'on fait pour agir contre ça? Rien. On parle du prix du carbone, on est incapable. Mais c'est pas se rencontrer à Paris pendant une semaine qui va aider le monde. On a le droit de dire pas assez et vraiment pas assez. Regarde les investissements. Regarde les investissements en décroissance. Le prix universel de la tonne. Il corrige des effets d'incitation économique. Il n'y a rien. Il n'y a rien de structurel. S'il n'y a pas du business à faire quand on tutoie les objectifs, ce qui est contraignant, c'est-à-dire comme toutes les startups un petit peu qui ont envie de faire de l'argent, vous regardez un petit peu la régulation, vous tutoyez la régulation, vous faites de l'argent. Si tu fais pas de l'argent là-dessus, si tu fais pas de l'argent sur des investissements qui sont un petit peu rentables, il n'y a rien derrière. S'il n'y a pas un petit peu de fiscalité avantageuse, il n'y a rien. Enfin, il faut regarder les investissements dans le renouvelable. Nous, chez Euler Hermès, on fait de l'assurance crédit. J'ai arrêté de compter le nombre de faillites dans le photovoltaïque. J'ai arrêté de compter le nombre de faillites dans l'agriculture bio. J'ai arrêté de compter le nombre de faillites dans les bâtiments ou les entreprises qui travaillent dans le bâtiment HQE. Dès que tu n'as plus l'incitation, haute qualité environnementale. Quand tu n'as plus la fiscalité avantageuse, tu n'as plus l'incitation parce que tu as une énergie carbonique qui est particulièrement basse, ben aujourd'hui c'est une bulle. J'y crois moi aussi, hein. Mais je dis juste attention aux réalités, aux forces de marché. Qu'est-ce que ça serait si tu n'y croyais pas? Les forces de marché aujourd'hui ne supportent pas une verdisation, si tu veux, de l'économie. Il y a la flamme, il y a l'olympisme du climat au Bourget, et puis il y a les forces de marché que décrit Ludovic Subran. Comment est-ce que vous faites votre marché là-dedans, Jean-Marc? Je vais prendre un secteur que je pense qu'il connaît bien, qui est l'assurance. L'assurance, vous avez un marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai l'obligation de m'assurer. Ça, c'est pas du tout du marché. Ça, hein. Mon entreprise, elle est assurée en responsabilité civile. On m'a pas demandé mon avis. Et tant mieux. D'accord ? Bon. Par contre, si j'ai envie de m'assurer, j'ai un certain nombre de compagnies de la place qui proposent des polices, alors je vais les voir, qu'est-ce que vous proposez, etc. Donc le marché, il sert à mettre de la souplesse et de la flexibilité au droit d'une obligation qui, elle, ne relève pas du marché, qui est que j'ai l'obligation de m'assurer. Eh bien, en ce qui concerne le changement climatique, c'est le même attelage qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on va dire aux gens, ça, c'est obligatoire. Par contre, le mode d'exécution de cette obligation, je le laisse dans un cadre avec de la souplesse et des acteurs qui vont, etc.
Dire le marché va tout faire, ça revient à dire le marché est prévisible. Et si le marché était prévisible, autour de cette table, on serait tous multimilliardaires parce que on aurait tout. D'accord. Si le marché était totalement prévisible à 10 ans, on serait déjà tous multimilliardaires. Ce qui n'est pas le cas. Bon, en tout cas pas pour moi. Bon, ou personne. Bon. Donc à un moment, le tout marché qui va régler le problème, j'y crois pas une seconde. Par contre, aujourd'hui, on ait commencé par gérer un vrai problème avec des mesures qui n'étaient pas nécessairement adaptées, ça, je pense que ça, c'est un vrai problème. Et ce qui vient d'être décrit, à savoir des faillites ici et là, parce que etc., c'était écrit dès le début. C'était écrit dès le début parce que on avait le choix entre la mesure vraiment efficace et qui est soutenable sur le long terme, qui est de monter le prix de ce qui pose problème, et la mesure sympa démago à court terme qui est d'abaisser le prix de ce qui est sympathique, la subvention. Malheureusement, si la subvention sur le long terme, il n'y a pas des recettes qui viennent en face, eh ben, ça tient pas. Ça se casse la gueule. Donc on a sorti avec mon associé actuel un livre en 2006 qui plaidait pour la mise en place d'une taxe carbone croissante. On a dû attendre 9 ans. Pour que ça arrive en France. Et maintenant, malheureusement, ça ne fera pas le job, ça ira pas assez vite. Donc il y a des domaines dans lesquels il faut passer par des régulations. Mais je vais vous donner un exemple. Mondial, donc, des régulations mondiales. Ou européennes. On nous dit qu'il faut un prix universel à la tonne de carbone. Alors là, c'est de nouveau pareil. On a en France, on est toujours dans le tout ou rien. On adore les grands soirs, les machins qui vont tout changer d'un coup de baguette magique. Moi, j'y crois pas. Je suis beaucoup plus anglais de ce point de vue. Vous savez comment les Anglais sont sortis de l'esclavage. Ils sont sortis de l'esclavage avec des petits machins. Donc ils ont commencé par dire on continue à avoir des esclaves, mais peut-être qu'on va pas leur mettre les fers aux pieds quand on les transborde par navire. Bon. Vous auriez été contre l'esclavage, vous auriez dit c'est pas sérieux ce truc-là, il ne faut pas d'esclaves du tout. En attendant, ils sont sortis de l'esclavage plus vite que les Américains qui étaient dans une logique de tout ou rien et sans passer par une guerre. Donc, ce qui est important, c'est de voir où les choses sont en train de bouger progressivement. Et là, je suis pas d'accord. Il se passe des choses progressivement. Ça va pas assez vite. Je suis le premier à le dire. C'est pas suffisamment mis en lumière. On continue à donner trop le porte-voix à des gens qui font du greenwashing, etc. Mais oui, bien sûr. Il y en a plein. Il continue à y en avoir plein. Il y a énormément d'ambiguïté. Mais il y a quand même des choses qui se crantent et des choses qui se crantent de manière irréversible. Ce qui est en train de se passer en ce moment dans le monde financier, il y a des trucs qui sont en train de se cranter et c'est irréversible. Ça, on ne reviendra pas en arrière. Encore une fois, ça ne va pas assez vite, mais c'est irréversible. Est-ce qu'on est d'accord? Moi, c'est le seul truc. Je suis d'accord avec les deux points de vue. Ce qui m'inquiète, c'est est-ce qu'on se rend compte collectivement qu'on est dans une période du cycle économique, que ce soit les pressions déflationnistes, que ce soit le prix faible de l'énergie carbonée, que ce soit les problèmes de déficit, de dette, etc., oui, pendant lesquels, en fait, on se rend compte qu'il se crante des choses, institutionnellement ou pas d'ailleurs, c'est un petit peu un des enjeux de la COP, avec contraignant, pas contraignant, les engagements, pas... Mais qu'au final, sans réalité, sans incitation, si l'économie verte n'est pas une espèce soit de filet de sécurité, soit de trampoline pour faire mieux, il n'y a pas moyen que ça décolle plus que de nature ou que ça aille plus vite. Je suis d'accord. Ce qui manque aujourd'hui, c'est de la cohérence d'ensemble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu un patron de gouvernement, ou pas plus Hollande que les autres, ou un patron de la Commission, Juncker, qui a dit décarboner l'économie, ça va être la colonne vertébrale et je mets tout en cohérence, donc je ne fais pas du saupoudrage, des machins ici que je donne puis je retire, je ne fais pas de règle de 3 pour savoir si quand je passe du marginal au principal, mon système de subvention va continuer à tenir. Donc pour le moment, c'est géré de manière amateuriste et démago, ça je suis d'accord avec vous. Par contre, il est possible de le gérer de manière pas amateuriste et démago. Et là où je suis aussi d'accord avec vous, alors je vais peut-être vous paraître très oiseau de mauvais augure, c'est que je pense que ce plan de décarbonation de l'économie, il ne faut pas le baser sur les surplus de la croissance, parce que je fais partie des gens qui pensent qu'il n'y aura plus de croissance. Donc, non mais du coup, c'est ça qui fait toute la difficulté du problème, c'est que vous n'allez pas donner plus à gauche sans enlever quelque chose à droite. Et ça vaut aussi pour nous-mêmes, c'est-à-dire que nous, on n'aura pas plus de tout. Il va falloir qu'on fasse des choix, qu'on les assume et qu'on sache si on veut plus de paix pour nos enfants et un peu moins de trucs maintenant, ou si on veut l'inverse. Il va falloir qu'on se mette d'accord avec... C'est une vraie question, justement. Est-ce que le réchauffement a été le revers de la médaille du progrès que nous avons vécu? Jean Tirole dit abandonner 2% de pouvoir d'achat pour sauver la planète, c'est quand même pas la mer à boire. Que globalement, c'est climatique pour des pays comme les nôtres. Est audacieux sur la mer à boire, parce qu'il va falloir se la boire, la mer. Lorsqu'elle aura pris 8 mètres en cas d'élévation de la température de plus de 4 degrés. Est-ce que ça veut dire un peu une forme de décroissance ou en tout cas de pause, le fait de devoir prendre à bras-le-corps à tous les niveaux les enjeux climatiques et de réchauffement? On y est déjà. Plus la révolution digitale.
qui elle-même pose la même ambiguïté sur la question de la productivité et sur son impact sur la croissance. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui deux grands sujets sur lesquels il y a un vrai débat quant à son impact sur la croissance. La révolution digitale d'un côté, la révolution climatique de l'autre. Est-ce que l'écologie et la croissance... Mais on y est déjà. En fait, l'Europe a une chance, c'est que la décroissance, on y est déjà. Alors vous allez me dire, c'est une drôle de chance. Oui, je vais dire, on ne sait pas trop la gérer quand même. Non, parce qu'on est le dos au mur. On est le dos au mur. Donc nous, et on y est déjà à cause justement du problème de la contrainte d'approvisionnement en combustibles fossiles en Europe, parce qu'en Europe, on est déjà sous contrainte. Quelque chose que les gens qui nous écoutent ne savent peut-être pas, c'est que le maximum de la consommation pétrolière de l'Europe, c'était 2006. Depuis 2006, l'Europe a perdu 18% de consommation pétrolière et on ne l'a pas perdu parce qu'on a fait des efforts en volume. Mais parce que la croissance affaiblit. Parce qu'on n'en a plus assez. Oui. Parce qu'en 2005, la production mondiale de pétrole s'arrête de croître, de vrai pétrole, on parle des liquides de gaz, de vrai pétrole, et comme on est de plus en plus nombreux autour de la table de repas, eh bien il y en a de moins en moins pour les importateurs historiques, dont les pays de l'OCDE. Donc tous les pays de l'OCDE, États-Unis compris, consomment moins de pétrole aujourd'hui qu'en 2006. On consomme également moins de gaz parce que la mer du Nord est passée par son pic en 2005. Depuis, elle décline et le gaz est une énergie qui se transporte plus mal sur longue distance, puisqu'il est gazeux. Et donc pétrole et gaz faisant les 2/3 de l'approvisionnement européen, l'Europe est déjà en décrue subie, et j'insiste sur le subi de combustibles fossiles, et donc la production industrielle est en décrue subie aussi, à part l'Allemagne et quelques pays de l'Est. Tous les pays européens sont en décrue de production industrielle depuis 2007. Tous. La Grande-Bretagne, la Finlande, le Danemark, l'Espagne, l'Italie, tous. À cause de la contrainte fossile énergétique. À cause de la contrainte énergétique. Donc nous, on a l'obligation d'inventer le monde de demain tout de suite, parce que c'est de ça dont dépend le problème du chômage. Tout de suite, là, maintenant. Donc nous, on a cette opportunité de réconcilier les deux problèmes, mais ça demande de la hauteur de vue, et ça demande, là je suis tout à fait d'accord, pas des grandes rotomontades et des grandes déclarations pendant 15 jours, et puis après on va passer à autre chose et à l'élection de 2017. Si on fait ça, on a perdu. Si on se dit, c'est la chance de réinventer, et je vais faire un peu de cocorico, les Français sont pas mauvais dans la réinvention, globalement, historiquement. La pensée des grands systèmes complexes, c'est plutôt une force du pays. Donc moi j'ai envie de dire, jetons-nous là-dessus, c'est notre chance. Gilles Legendre, Ludovic Subran, allez-y. Il nous reste 6 minutes 30 pour terminer. Simplement, comme l'a dit Jean-Marc, c'est un sujet qui ne peut être qu'européen. La France peut être une force d'impulsion, et c'est là où... Pour le moment, elle ne joue pas son rôle de ça. Alors, on se fait bouffer par l'Allemagne, il n'y a pas d'idée qui viennent. Et alors là-dessus, et par ailleurs, l'Europe aujourd'hui ne fonctionne pas, n'est pas équipée dans sa gouvernance pour promouvoir des projets de cette nature. Je suis d'accord aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous tombons en France sur un affaiblissement tragique du politique, et en Europe sur un affaiblissement tragique de sa gouvernance, ou sur une inadaptation de la gouvernance européenne pour traiter ce genre de sujet. Quand on a dit que c'était inadapté, il faudrait bien trouver une boussole qui mette tout le monde d'accord. Alors est-ce que c'est la prix universelle de la tonne de carbone? L'urgence. Moi j'ai une suggestion à faire. Oui, Jean-Marc Jancovici. L'Europe devrait introduire l'exception à la libre concurrence, tenez-vous bien, pour sauvegarde du climat, ce qui permettrait de refaire... Ça veut dire, attendez, l'exception à la libre concurrence pour sauvegarde du climat. Ça veut dire que vous acceptez l'idée qu'un oligopole ou un monopole régulé, c'est pas plus idiot que dans les projets de long terme, que je vous signale que c'est grâce à ça qu'on a fait l'aéronautique, le train, le nucléaire et tout un tas de trucs. Donc l'oligopole ou le monopole bien régulé, c'est quelque chose qui peut aussi avoir ses vertus. Et par ailleurs, aujourd'hui, le fait qu'on ait cette libre concurrence vous interdit de faire des politiques intégrées. C'est-à-dire, ça vous interdit de dire, je vais commencer par coller une réglementation sur les voitures pour être sûr qu'elles consomment pas plus de 2 litres au 100, et en même temps, je vais m'assurer qu'elles sont bien faites chez nous. Vous ne pouvez pas faire les deux en même temps aujourd'hui. Et moi, je suis partisan qu'on fasse les deux en même temps. Pour ça, vous devez inventer quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui dans la conception européenne, enfin dans les plans économiques européens, c'est que vous devez réconcilier les objectifs, ou réconcilier les diverses facettes d'un même plan. Et ça suppose, le truc à mon avis le plus rapide à faire, c'est pas de dire je vais casser la mécanique pour tout remplacer, parce que là on est parti pour 20 ans, c'est en ce qui concerne la sauvegarde énergétique et climatique, d'introduire une exception aux règles en vigueur. Donc vous prenez un seul sujet, celui-là, et vous dites sur ce sujet-là, j'ai le droit de transgresser les règles en vigueur. Ludovic ? La France pourrait proposer ça. J'essaie de réfléchir, parce que Gilles parlait de la deuxième révolution, qui est la révolution technologique ou la révolution du numérique. Et derrière cette révolution, il y a l'utilisateur-contributeur qui devient un petit peu le centre du sujet. C'est-à-dire chacun veut contribuer à ce qu'il utilise comme service, etc. Et dans le climat, on fait exactement le contraire. C'est-à-dire on déresponsabilise chaque jour davantage les gens.
en disant l'État va gérer, et là on parlait de monopole régulé, etc. comme solution. C'est-à-dire on se dit le ménage ou l'entreprise est un petit peu trop myope, et donc pour l'aider à long terme à faire les bonnes choses aujourd'hui... Je ne dis pas qu'il faut que des monopoles. Je dis il ne faut pas s'interdire d'en faire. Bien sûr, mais c'est un exemple. Mais je pense que derrière, il y a aussi le fonds vert pour le climat ou les incitations fiscales, etc. On sent que l'État veut se responsabiliser là-dessus parce qu'il voit plus loin que le ménage ou l'entreprise. Et derrière, la seule façon de vraiment re-responsabiliser les entreprises ou les ménages, c'est cette histoire du prix unique du carbone, c'est cette histoire de voir comment aujourd'hui, dès aujourd'hui, on peut regarder une position nette d'émissions carbone pour savoir si on est créditeur ou débiteur net vis-à-vis de la planète, quoi. Et ça, malheureusement, à la COP21 et dans les discussions qui ont précédé, il n'y a rien dessus. Oui, mais il y a des choses en marge. Mais oui, c'est à cause de la COP21. Enfin, c'est pas à cause. La COP21 a créé un terreau favorable pour que, par exemple, sorte l'indice d'Euronext dont on vient de parler. La COP21 crée un terreau favorable pour que le gouverneur de la Banque d'Angleterre ait déclaré, qui est par ailleurs le président du Conseil de stabilité financière, et dise ce qu'il a dit. Donc, évidemment, l'histoire ne s'écrit pas uniquement, et tant mieux. Et tant mieux, parce que ça serait encore plus déresponsabilisant que les États. Mais par contre, ça crée un terreau favorable et il vaut mieux l'avoir que pas l'avoir. Et on peut pas dire, on peut pas juste dire l'histoire est pliée. Par contre, c'est bien que des gens disent c'est important de s'occuper du problème. Et de s'en occuper réellement. C'est vrai que les entreprises sont encore très balbutiantes sur ce sujet, oui, mais ça commence réellement. La façon dont le secteur de la construction est en train de se réinventer là-dessus. Alors, on a des problèmes du côté des rénovations, du côté des constructions neuves. Il se passe des choses essentielles sur les secteurs financiers, y compris sur les allocations d'actifs. La façon dont petit à petit la notation sociale et environnementale fait son entrée dans le mode de gestion et dont des études extrêmement poussées montrent que des entreprises vertueuses sur le plan environnemental sont aussi des entreprises qui performent plutôt mieux que les indices généraux. Tout ça, c'est des prises de conscience, c'est des micro-marchés, micro-initiatives, micro-démarches qui, agrégées, vont finir par donner quelque chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est au tout début et que quand on voit le mur à franchir, on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. C'est pas évident quand vous êtes à la tête d'une boîte de savoir où sont les risques, où sont les opportunités, où est-ce que je peux gagner, où est-ce que je peux perdre, c'est quoi le marché. Simplement, Nicolas, il n'y a plus beaucoup de boîtes qui ne se la posent plus cette question. Elle n'arrive pas d'ailleurs. Elle n'arrive pas. Non, mais c'est aussi le tien. C'est-à-dire le jour où on vient me dire votre risque crédit, je ne vais pas le noter de la même manière parce que j'ai fait le lien, moi, entre le carbone et la manière dont vous faites votre business. Et je considère que si vous ne vous occupez pas sérieusement de ce sujet, avec une méthode évidemment qui reste à définir, puisque c'est là où ça deviendra réel. Hein. Absolument. À partir de ce moment-là. L'assurance, c'est pareil. Voilà. Les primes maintenant vont être modulées en fonction de l'empreinte carbone. Prenez un entrepreneur de... Oui, les assureurs font gaffe à l'industrie du charbon, par exemple. Non, mais prenez quelqu'un qui, par exemple, a des machines qui consomment beaucoup de carburant. Je ne sais pas, un entrepreneur de TP ou bien un transporteur routier, ou etc. Si la personne qui lui finance ses camions ou ses engins vient lui dire, pour l'usage que vous allez en faire, vous pourriez prendre un machin qui consomme un peu moins, un tout petit peu plus petit, etc. Et si vous le faites, je vous abaisse d'un demi-point le crédit que je vous fais. Ça change tout. Non, mais c'est ça qu'il faut aller. C'est vers ça qu'il faut aller. On a fini là. J'ai une dernière question à vous poser, Jean-Marc Jancovici. Mais alors là, ça n'a peu rien à voir. Mais je me la pose tout le temps. Et comme vous êtes un spécialiste, vous allez peut-être avoir un élément de réponse. Pourquoi, dès qu'on dit écolo, on a l'impression que politiquement, c'est être à gauche, voire même d'extrême gauche, c'est être contre le nucléaire. Enfin, il y a toute une espèce d'imaginaire intellectuel à côté du mot écolo qui amène à un milieu politique où le lien ne me crève pas les yeux. J'ai le droit d'être taquin, parce que dès que vous avez un plateau télé où il est question d'écologie, c'est ces gens-là qu'on invite. Moi, je suis pas d'accord avec ce que vient de dire Jean-Marc. Je pense, pour rester sur la note, non pas d'optimisme béat dans laquelle voudrait m'enfermer Ludovic, mais tout simplement de voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide, mais je suis bien d'accord qu'on est probablement même en dessous du niveau moitié, mais je pense qu'une des grandes victoires aujourd'hui du mouvement qui est en train de se faire, c'est que les écolos ont perdu absolument le monopole du débat sur la question environnementale et climatique, et que c'est une excellente nouvelle, et que du coup, ils sont en train de s'abîmer dans un tas d'autres débats qu'on leur laisse bien volontiers. C'est pas tout à fait vrai, mais on est en train de vivre une transition, et ce plateau en offre une excellente illustration. C'est-à-dire, il faut que ces sujets-là s'invitent dans le débat économique de manière sérieuse. J'espère qu'on l'a un petit peu fait ce matin. Mais c'est ça le sujet, parce que plus on le fait, et moins, du coup, il y a de crédit, effectivement, du côté des gens qui sont dans l'anti-tout,
et qui font pas de la gestion. Donc l'homme qui compte, en fait, c'est Ludovic Subran le jour où il modifiera sa police Absolument. en fonction de la responsabilité environnementale et sociétale. Dans la logique de marché, je trouve qu'on devrait lui facturer l'idée qu'on vient de lui proposer. Et tout a un prix, M. Subran. On a fait tout ça. Je suis d'accord. Extrêmement faible. Je suis d'accord. On n'a pas beaucoup On peut tarifer la tonne de carbone et même peut-être la tonne de matière grise. Merci d'avoir été là. Donc Jean-Marc Jancovici, Dormez tranquille jusqu'en 2100, publié chez Odile Jacob, Gilles Legendre et Ludovic Subran. On se retrouve dès demain à 9h. À suivre Intégral Placement.